crois que nous allons commencer. Bien. Au nom de l'Association des ex-prisonniers politiques chiliens en France, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous remercions d'être venus participer à cette discussion que nous vous proposons dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la femme. Le thème de notre rencontre, des femmes en résistance, nous permettra d'interroger le rôle joué par les femmes, tant au Chili qu'à l'étranger, depuis la dictature de Pinochet, ainsi que la manière dont cet héritage se transmet à travers les générations. Nous dédions cet échange à notre camarade et amie Patricia Zúñiga, militante chilienne qui vient de nous quitter. Et à Julia Chunil Catricura, femme mapuche, défenseuse du territoire et de la forêt indigène, dont la disparition inquiétante remonte au 8 novembre 2024 dans la région de Los Ríos, alors qu'elle était partie à la recherche d'animaux égarés. Elle faisait face à des années de menaces et de harcèlement en raison de son rôle en tant que dirigeante depuis 2015 de la récupération des terres ancestrales mapuche, était en conflit avec un entrepreneur, Juan Carlos Mortat Andwander, qui cherchait à exploiter la zone pour l'abattage des forêts. Lors de cet échange, nous entendrons successivement nos intervenantes, Martine Billard, Maria Reyes et Carmen Castillo. Nous vous proposerons des vidéos très courtes de témoignages de femmes militantes entre les interventions de nos camarades. Notre camarade Véronica Estay, membre du CA de l'association, conclura cet échange et nous vous proposerons un espace de discussion. Pour ma part, j'interviens en tant que membre du CA de l'association des ex-prisonniers. Je participe aux activités militantes depuis quelques années comme femme française solidaire avec les luttes contre les injustices, que ce soit pour le Chili, pour les migrants et la Palestine. Mon attachement pour le Chili remonte à mes années d'études en septembre 1973, qui m'avait conduit à travailler sur la réforme agraire au Chili, et mon engagement comme professeur d'espagnol en lycée m'a amené à aborder le sujet des dictatures latino-américaines dans le souci de favoriser toujours l'esprit critique des jeunes générations françaises, ou de toutes sortes, de toute origine. J'avais eu la chance de connaître le théâtre Aleph en 1981 et d'emmener mes élèves à des représentations théâtrales sur les thèmes de l'exil. Je voudrais faire part d'une autre expérience de solidarité que j'ai eue en participant très activement au parrainage de jeunes prisonniers de la révolte sociale de 2019 grâce au collectif né au sein de l'AXPP. Cette expérience a été à la fois riche et douloureuse car nous avons passé 5 années à écouter essentiellement des mères de jeunes prisonniers. C'est vrai qu'on peut se demander pourquoi n'apparaissaient jamais les pères alors que de notre côté il y avait aussi bien des femmes que des hommes dans ce travail militant. La force et l'énergie vitale de ces femmes étaient et sont exemplaires. Nous avons pu observer à quel point elles étaient marginalisées et abandonnées, et pourtant elles s'organisaient entre elles et trouvaient des moyens alors qu'elles étaient confrontées à un système judiciaire implacable dont elles et nous n'avions pas les clés. Là, j'ai pu mesurer ce que veut dire sororité et solidarité. Il n'existe pas de femmes chiliennes ou des femmes françaises ou des femmes mapuche, mais seulement des femmes qui partagent des valeurs. Notre travail a eu très certainement une importance que nous ne mesurerons jamais, mais il a été plus qu'évident que notre soutien et l'espace d'écoute étaient essentiels. J'ai aujourd'hui des amis au Chili que je ne verrai peut-être jamais, mais que je considère comme ma famille. Je passe la parole à Martine. Bonsoir à toutes et tous. Merci de m'avoir proposé de prendre la parole ce soir. Donc moi je suis dans la solidarité avec le Chili en fait depuis 1973, même s'il y a eu un moment un petit peu sans. Bon, je fais partie de cette génération de militants donc, qui étaient très sensibilisés à toutes les questions internationales, parce que c'est la génération des mobilisations contre la guerre au Vietnam, contre les dictatures en Europe, hein, on a oublié, mais il y avait une dictature en Grèce, il y en avait une au Portugal, il y en avait une en Espagne, il y avait beaucoup de mobilisations en France. Bon, je voudrais aussi un point sur le rôle des jeunes femmes à l'époque. Bon, c'est vrai que mai 68 c'est une émancipation pour nous toutes,
Mais c'est vrai aussi qu'il faut bien reconnaître qu'en politique, les jeunes femmes étaient plutôt des petites mains qu'autre chose. Et quand on verra plus tard la structuration du comité de soutien à la lutte révolutionnaire du peuple chilien, donc le comité auquel j'ai appartenu, c'est vrai que je ne me rappelle pas de nom de femmes, ce qui est à mon avis est significatif parce qu'en fait il y avait surtout des hommes, quoi. Bon. Par rapport au Chili, ce qu'il faut comprendre pourquoi il y a eu une telle mobilisation en France, c'est qu'en fait, pour les Français, c'est très compréhensible la structuration de l'espace politique chilien par rapport à l'espace politique français. Puisqu'on retrouve Parti Socialiste, Parti Radical, Parti Communiste, Extrême Gauche, donc c'était plus facile de comprendre que par exemple ce qui pouvait se passer en Argentine, pour un Français moyen. Donc c'est vrai que le coup d'État du 11 septembre a eu énormément d'écho en France, d'autant qu'on est dans une époque en France où commence à poindre la question de l'union de la gauche, et donc l'unité populaire fait écho en France à un peu ce qui se passe. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il y a d'énormes mobilisations. On était même entré dans l'ambassade d'ailleurs à ce moment-là. Donc il y a une énorme mobilisation, alors différente selon les forces politiques bien évidemment, avec donc la constitution d'un comité qui s'appelait Comité de soutien à la lutte révolutionnaire du peuple chilien, et qui organisait, il y avait des collectifs partout, non seulement dans les lieux d'études, lycées, universités, mais même dans les quartiers et dans les lieux de travail. C'était une des luttes internationales qui a eu le plus de soutien en France, y compris plus que le Vietnam, parce que le Vietnam c'était surtout la jeunesse, tandis que le Chili c'était tout le monde, quoi. Tellement les Français comprenaient et se sentaient interpellés par ce qui se passait et du coup se sentaient solidaires. Bon, vous savez, comme toujours, les solidarités, ça dure un temps. Bon, c'est vrai que du point de vue des femmes, il y a eu un moment important pour nous, qui a été l'arrestation de Carmen, parce qu'il y a eu des campagnes en France pour sauver la vie de Carmen, parce que c'était un peu un emblème de la lutte des femmes au Chili à ce moment-là. Bon, et puis après, les années passant, la solidarité a un peu diminué, comme c'est souvent le cas. Personnellement, je suis revenu dans la solidarité avec le Chili en fin 80, avec la politique de ce qu'on a appelé l'opération de Retorno du MIR, puisque j'étais dans l'extrême gauche, j'étais lié effectivement plus au MIR, et qui a créé donc un réseau d'aide en France, avec des anciennes, alors on était à 90% des femmes, c'est marrant, je ne sais pas pourquoi, mais ça s'est trouvé comme ça, avec des anciennes du comité, et des femmes plus jeunes, mais de l'extrême gauche. Et ce comité publiait un bulletin qui s'appelait Écho du Chili, donc qui circulait, et que d'ailleurs on est en train de discuter où est-ce qu'on va le déposer, parce qu'on se dit que les années passant, il faut qu'on le dépose aux archives quelque part. Et par exemple, dans ces Échos du Chili, il y a eu un numéro spécial femmes en 83, qui se faisait l'écho du Comité de défense des droits des femmes du Chili, qui à l'époque publiait une brochure qui s'appelait Vamos Mujer, et après, tous les 8 mars, autour du 8 mars, il y avait un numéro spécial. Et à un moment donné, on s'est décidé à passer à des actions concrètes de solidarité, et on est entré en contact avec un collectif de femmes, on a commencé à organiser des solidarités, et en fait, ce qu'on faisait, c'est que dans notre entourage, on récupérait des choses à vendre, qu'on allait vendre à la sauvette, il faut bien reconnaître, Opus. Je crois qu'on s'est fait prendre une seule fois. À l'époque, il y avait moins de répression. Et grâce à l'argent ainsi collecté, cet argent provenait au Chili. Je vais y revenir après. Alors pour ma part, je suis allé pour la première fois au Chili le 17 septembre 1983. C'était donc en 83, je ne sais pas si les plus anciens se rappellent, c'était les journées de protesta. Il y avait énormément de répression. Le 30 août 83, c'est l'exécution du général Carol Ursúa, qui était le gouverneur de Santiago, l'exécution par un commando de MIR. Le 7 septembre, il y a 5 militants du MIR qui sont assassinés. Le 8 septembre, c'est la 5e journée de protesta, il y a de très nombreux morts. Et donc, on me demande de partir au Chili, parce qu'il y a besoin de transporter de l'argent, notamment, beaucoup d'argent, et puis des composants pour la radio clandestine. Voilà. Et donc c'est là où vous vous trouvez confronté, vous êtes tranquillement, vous avez passé votre vie de militant à dire solidarité, solidarité, et tout d'un coup on vous demande quelque chose qui est quand même, ouais. Moi je me suis dit, je peux pas continuer à avoir un discours et puis me défiler, quoi. Donc je dis, oui, ok, d'accord, j'y vais, Bon, j'avais la trouille au ventre, je vous dis pas, totalement. Et donc je me suis retrouvé en train de faire du tourisme au Chili, en plein dans cette ambiance de guerre civile.
Bon, c'était pas évident, vous avez vu ma stature, ma gueule, bon, comme on dit les camarades, con tu cara de gringa tonta, ça va passer très bien. Bon, merci. Et c'est passé très bien. Mais je dois avouer que, bon, c'est pas un des meilleurs souvenirs de ma vie. Voilà. Bon, enfin, bon, je l'ai fait. Alors, juste pour l'anecdote, la blague, c'est que je suis parti le 17 septembre et j'avais le rencard, donc pour passer les affaires le 18 septembre. Et la camarade m'avait dit, t'achètes un plan quand le 18 et puis comme ça bon, mais montré où je devais aller, ainsi de suite. Elle avait oublié que le 18 septembre c'était, comme vous le savez tous évidemment, c'est la fête nationale chilienne, donc tout est fermé et donc pas question de trouver un plan. Heureusement j'avais une mémoire d'éléphant, j'ai réussi quand même à aller au point de rencontre pour passer les affaires. Voilà. Donc voilà mon premier contact dans le Chili. Je suis retourné au Chili au moment du plébiscite de 88. Donc là c'était quand même plus tranquille. Donc campagne fantastique hein, pour le no au plébiscite, et c'est là où, donc, où je suis allé rencontrer donc la camarade de la population et du collectif pour lequel on faisait toutes ces collectes. C'était donc Luisa Riveros. Il y en a peut-être qui se rappellent qui était Luisa Riveros, c'est la femme qui avait parlé au nom des Pobladora devant le pape, et qui n'avait absolument pas lu le texte que lui avait préparé le Vicariat de la Solidaria, mais qui avait lu son propre texte préparé avec des femmes de la population, c'était Seronaria. Bon, et qui dénonçait la dictature, soutenait les prisonniers politiques, dénonçait les tortures, ainsi de suite. Donc évidemment, ça a fait un bruit absolument énorme. Hein. Cette femme qui est une petite femme, hein, toute fluette, bon, mais qui a une volonté de faire. Et donc elle avait organisé cette association, qui au départ n'était pas une association de femmes, mais en fait il n'y avait que des femmes, qui s'appelait donc Construyendo Juntos. Alors au début, elles faisaient des mariquetas chez elles, qu'elles vendaient. Puis après, elles ont décidé de construire un four à pain en terre. Et puis, bon, ça marchait pas mal, mais le four à pain, on ne pouvait pas l'utiliser les jours de pluie. Donc, elles nous ont demandé de financer une galpone, un hangar. Hein. Bon, et puis après, ben, ça marchait de mieux en mieux, mais du coup, l'espace de vente était réduit. Donc, elles ont trouvé un tricycle d'occasion, donc on a financé. Voilà. Et je trouve que c'est une expérience fantastique, parce que souvent, dans la solidarité, on envoie de l'argent, point. Et là, en fait, c'était pour pouvoir faire des choses. C'était pas de l'argent qu'on distribuait à chacune, c'était de l'argent qui allait à une association qui ensuite, collectivement et en autogestion, hein, décidait de ce qu'ils faisaient, de comment ils utilisaient l'argent. Donc voilà un peu. La même année, donc, enfin le même voyage, donc c'était du 17 septembre au 9 octobre 88. J'ai été amené aussi à rencontrer une autre femme qui est un emblème au Chili, qui est Luisa Toledo, la mère des frères Vergara, los hermanos Vergara, qui ont été assassinés, les trois frères qui ont été assassinés par la dictature. Alors, c'est Manuel Cabieses, de Punto Final, qui me dit, tiens, viens, on va à la messe. Je dis, oh non, moi je veux pas la messe, je deviens faire dans une messe, oh, je suis pas catho. Bon. Non, mais tu vas voir, non mais il faut venir, c'est pour les détenus, des disparus, il faut y aller. Bon. Je finis par dire bon ok j'y vais. Et j'avoue que j'ai été un peu sidéré, bon j'ai aucune pratique des messes, je suis désolé, je ne suis pas croyante, et donc pas pratiquante. Et là j'ai vu cette femme, Luisa Toledo, expliquant qu'elle s'excusait de ne pas avoir fait plus pour ses enfants et pour la lutte. J'avoue que j'ai été assez, ça vous fait un choc parce que vous dites moi, avec mon petit truc où je suis plus contente de moi parce que j'ai distribué les tracts, des trucs comme ça, et vous avez des exemples comme ça de femmes, bon, qui sont immenses, quoi. Et comme vous le savez, Luisa a continué à se battre jusqu'à sa mort, quoi, aux côtés de tous ceux qui se battaient. C'est aussi cet hommage que je voulais rendre à ces deux Luisa Riveros et Luisa Toledo. Et le dernier voyage que j'ai fait au Chili, j'espère que je n'ai pas trop débordé, si je déborde. Voilà, j'y suis. Dernier voyage, c'était pour le référendum sur la nouvelle constitution, que vous savez comment il s'est terminé, hélas, mais qui m'a donné aussi l'occasion d'aller à un meeting de femmes au Caupolicán, qui n'était pas ouvert aux hommes d'ailleurs, mais le théâtre était rempli. Et c'était assez impressionnant, j'étais avec une amie chilienne chez qui j'étais, Sylvia, qui est une amie plus âgée que moi, et quand on est arrivé au théâtre ensemble, ce qui m'a impressionné, c'est que toutes les femmes qui étaient là, les jeunes femmes, venaient dire merci à cette camarade, merci d'être encore là, merci d'être toujours là. Et j'ai trouvé ça aussi sur la liaison entre générations absolument fantastique, parce que en France, c'est pas tellement ce qu'on vit. Mais j'ai trouvé que c'était. Mais de manière générale, de toute façon, au Chili, on a cette impression de transmission de l'histoire qui est très impressionnante.
alors avec ses aspects positifs et des fois moins positifs, parce qu'il y a des mythes qui se transmettent, qui ne sont pas forcément très utiles, mais bon, mais j'ai trouvé que c'était aussi ça, une très belle leçon. Voilà. Et dernier point, ce qui m'a marqué aussi dans cette solidarité avec le Chili, c'est aussi par rapport aux femmes des familles de prisonniers. Bon, alors j'ai un souvenir, mais j'arrive plus à le redater, d'une délégation qui était venue à Paris, d'un frère et d'une sœur et d'un enfant. Je crois que c'était, je ne sais plus si c'était Cécilia Rodriguez ou Myriam Ortega, en tous les cas c'était par rapport à elles deux, quand on était dans la campagne contre la peine de mort. Et nous avions été reçus par Anne Lamouche à l'Élysée, la secrétaire de Daniel Mitterrand. Et je voudrais rendre hommage vraiment à ces deux femmes, que ce soit Daniel Mitterrand, que ce soit Anne Lamouche, parce que vous toutes et vous toutes, vous connaissez au moins Anne Lamouche, et tout le travail qu'elle a fait, parce qu'elle a été plusieurs fois au Chili aussi, en osant et en permettant à de nombreuses personnes de pouvoir sortir du Chili comme ça. Et je voudrais ajouter un hommage à une troisième femme, qui est moins connue, je ne sais pas si Carmen tu l'as connue, qui s'appelait Gilberte de Boisvieux, qui était avocate, membre du comité des juristes pour le Chili, responsable Amérique latine de la FIDH, qui a été aussi de nombreuses fois au Chili. Alors elle était complètement intrépide, c'était impressionnant ce qu'on lui disait, mais Gilberte, bon d'accord, t'es avocate, mais enfin quand même, c'est une dictature, donc quand même, fais attention un peu. Ils n'oseront pas. Elle était absolument impressionnante. Elle est moins connue évidemment, mais c'est pareil, je voulais aussi lui rendre hommage. Voilà, je voudrais terminer en disant que, bon, comme vous voyez, ça fait de nombreuses années que je suis engagé avec le Chili. J'ai été en tant que députée vice-présidente du groupe d'amitié France-Chili à l'Assemblée nationale. Bon, on n'a pas fait énormément de choses parce que le président n'était pas très actif, hélas. On a essayé un peu. Mais je voudrais dire que bon, c'est vrai que merci à vous, les Chiliennes et les Chiliens, parce que c'est grâce à vous que voilà, j'ai une autre expérience du militantisme qui est en fait, qui pour moi est très importante, fondamentale, et je crois qu'elle restera pour tout jamais dans mes souvenirs. Voilà, merci. Merci beaucoup Martine. Maintenant, avant de donner la parole à Maria Reyes, je vais projeter deux témoignages dans une courte vidéo de 4 minutes. Bonsoir, bonsoir. Et je suis Gladys Lederma, Maturana, chilienne d'origine, française d'adoption. Et voilà, je venais vous parler comment il a été mon engagement de la lutte contre la répression au Chili. J'étais très jeune à l'époque, j'ai commencé à militer tout d'abord dans le lycée, le mouvement lycéen, et après quand j'étais à la fac, je suis rentrée à un parti politique chilien qui a lutté contre Pinochet. Voilà. Et après, j'étais arrêtée, j'ai passé 1 an dans un camp de concentration. Bon, aussi, moi j'étais en tant que militante et participante à la lutte contre la dictature, j'étais un jour arrêtée et j'ai passé 1 an dans le camp de concentration et ça a été un petit peu difficile pour les femmes parce qu'on recevait des coups exprès parce qu'on était des femmes. On nous disait qu'il fallait rester avec vos casseroles, vos choses, qu'est-ce que vous avez mis à aller vous mêler des choses qui ne vous regardent pas. Et les choses qui ne nous regardent pas, si, tout nous regarde. Parce qu'en tant que femme, ils nous regardent peut-être plus qu'à tous les autres, même si je pense que les hommes, on doit être toujours à côté, comme il dit une chanson en Amérique latine, dans la rue, avec mon compagnon à côté, on est plus que 2. Mais bon, les camps de concentration, ça a été très très dur, mais on a réussi à faire le nécessaire pour toujours résister. Voilà. Et je suis arrivée ici réfugiée en France. Et tout d'abord, parler français c'était difficile. Vous voyez, maintenant je parle toujours avec un peu d'accent, mais je trouve que ça va quand même.
je commence à travailler et j'étais infirmière et j'ai participé au mouvement des infirmières ici en France, comme la coordination nationale infirmière. On a fait un sit-in devant le ministère de la Santé pendant 5 ans pour défendre nos droits et on a réussi à certaines choses et pas d'autres, mais voilà, c'était notre lutte en tant que militante. Après, en tant que femme, comment je participais au Chili contre la répression? Bon, c'est difficile à dire pour moi, mais je pense que comme militante, avec les camarades à côté et les autres, même avec la famille, les mères, tout ça, c'était vraiment important d'y être et de parler, de voir. Et on avait une vision un petit peu différente des choses des fois. Et c'est ça qui faisait notre avantage en tant que femme dans la lutte contre la répression et contre la dictature. Ici, pareil, j'étais infirmière, donc je travaille des femmes en général. Et pareil, c'était aussi une vision un petit peu différente de ce que c'est la vie de tous les jours avec les enfants, avec le travail à la maison, en plus du travail salarié. Mais on réussit quand même à discuter et à continuer à avancer et à s'insérer dans un mouvement de lutte contre les injustices. Voilà. Quelque chose? Je pense que... Y por eso que hoy día que estamos buscando a Julia Chuñil Catricura, una mujer de 72 años, desaparecida luego en el contexto de unas amenazas de un gran empresario, nos hemos visto cómo este Chile no solo hoy día opera con policías y militares, sino que también opera con un empresariado apoyado en guardias civiles, en matones poderosos y que limitan con el crimen organizado. Entonces hoy día se desaparece en este Chile neoliberal de manera distinta como se desaparecía en dictadura. Y por lo mismo reivindico a Julia Chuñil y en ella a todas las mujeres que luchan por la defensa de la naturaleza, de los bosques, de las aguas y de la tierra contra este extractivismo exacerbado que lleva adelante el Estado de Chile. Donc, Maria Reyes, à toi la parole. Alors, tout d'abord, merci à Véronique et Pascal pour cette généreuse invitation. Je pense que ça va être le début d'une belle collaboration. Également à l'association des ex-prisonniers politiques chiliens pour tout le travail qu'elle et qu'ils réalisent au quotidien. Alors, c'est vrai que je suis un peu émue de vous parler aujourd'hui. Déjà parce que vous ne m'avez pas donné la tâche la plus facile d'être entourée par deux grandes dames, mais aussi parce que parler de soi, c'est pas un exercice facile et encore moins quand on touche un peu des sujets sensibles. Donc vous le savez peut-être ou pas, je suis franco-chilienne, donc je suis née en France et mes deux parents sont des victimes de la dictature chilienne. Et j'ai grandi dans ce que je pourrais appeler, entre mille guillemets, une famille d'exilés ordinaires. Et bon, ce que je vais essayer de vous démontrer, c'est qu'il n'y a rien d'ordinaire dans tout cela. Et pour cela, je vais vous évoquer des souvenirs d'enfance, hein, parce que je n'ai pas la carrière militante de mes camarades. Donc je vais moi aussi me référer au passé, mais au passé lointain. Et l'un des premiers souvenirs que j'ai, c'est ne pas connaître le prénom de mes parents avant l'âge de 6 ou 7 ans. C'était lors d'une sortie scolaire. On m'a posé la question
comment s'appellent tes parents, et j'étais incapable de le dire. Alors j'étais incapable de le dire parce qu'il y avait une multitude aussi de prénoms qui me venaient en tête. Et à cette époque-là, quand on appelait à la maison et qu'on me demandait pour Vic ou pour Ricardo, ben, même si ce n'était pas le prénom de mes parents, je le savais, mais je savais que c'était eux. J'ai aussi grandi avec deux sentiments qui se complètent assez bien, la honte et la culpabilité. La honte, tout d'abord, c'est quelque chose d'assez imperceptible. C'est comme une intuition, une sensation, on a l'impression d'être différent. Dans mon cas, ça devient réel, ça devient concret à l'âge de 10 ans, lorsque mes parents décident, une fois la démocratie rétablie, de s'installer au Chili, et je suis encerclée par mes camarades qui ne comprennent pas mon histoire de vie. Mais alors, tu es née en France? Oui. Tes parents sont chiliens? Oui. Et toi-même, tu es chilienne? Non. Et tu es fille d'ambassadeur alors? Non. Et c'est vrai qu'à cet âge-là, c'est difficile de trouver une réponse à ces questions, et moi-même, je n'en avais pas la réponse. Fort heureusement, en grandissant, j'ai trouvé des réponses, et j'ai même trouvé la façon de dévier à des questions qui dérangent. Et la culpabilité, c'est aussi le sentiment d'avoir un secret en soi. Bon, là, en l'occurrence, c'était l'expérience de mes parents, et d'avoir peur de le dévoiler, d'avoir peur que quelqu'un soit au courant, d'avoir peur de dire quelque chose que je ne dois pas dire. Et là, c'est vraiment moi et ma propre conscience. J'ai aussi été marquée en grandissant par une grande peur, une peur tout à fait irrationnelle que j'ai abandonnée, et j'en suis très heureuse, il y a 1 ou 2 ans à peine. Elle s'est manifestée plutôt à l'adolescence, quand j'ai commencé à être toute seule chez moi. Et j'avais l'impression, en étant chez moi, qu'il y avait quelqu'un dehors qui me voulait du mal, toujours. Et être chez soi, qui est censé, le foyer, qui est censé être l'endroit où on se sent le plus sûr, était pour moi l'endroit où je me sentais le moins en sécurité. Et ceci me permet de dire que c'est sans doute aussi lié au fait que mon papa a été arrêté chez lui, donc il y a quand même quelque chose qui a été transmis à ce niveau-là. Et aussi parce que les enfants d'exilés, on porte en nous les peurs de nos parents. Elles sont transmises de façon directe. Bon, là, peut-être qu'on pourrait échanger à ce niveau-là après. Et après, bon, l'épisode Cosette est fini. Il n'y a pas eu que des mauvaises choses. J'ai aussi de très très bons souvenirs de solidarité. En particulier, un qui revient souvent parce qu'il s'est répété plusieurs fois. Et c'était lorsqu'on se rendait à la Défense, dans un local d'Emmaüs, et des dizaines de familles de Chiliens se retrouvaient là-bas et triaient des vêtements et faisaient des containers qui étaient ensuite envoyés au Chili en solidarité. Et pendant que les adultes travaillaient avec beaucoup d'entrain, ben nous les enfants, on jouait, on était très heureux aussi. Et c'est vrai que c'est particulier parce que quand... Bon, c'est une odeur qui est de moins en moins commune. Quand je retrouve l'odeur d'antimite, ben pour moi c'est un peu ma Madeleine de Proust. Et après, vint l'heure des choix. Est-ce que c'est la question qu'on se pose en tant qu'enfant d'exilé? Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Est-ce que je pars dans le pays qui a chassé mes parents, finalement? Et j'ai fait des études, je me suis destinée vers l'enseignement, j'ai compris que les conditions de vie et de travail des enseignants sont terribles, et donc j'ai décidé de rester. Mes parents, quant à eux, ils ont vieilli sous mes yeux. Il y a quelque chose qui m'a interpellée tout de même, c'est qu'au moment de prendre leur retraite, au lieu de rester sagement chez eux, à se reposer, mais ils se sont automatiquement engagés dans une association, la Chorba, d'aide alimentaire. Et ils se réveillaient toujours à 6 h du matin et ils partaient découper des légumes. Ils faisaient partie de l'équipe du matin. Et ensuite, une soupe était faite. Et elle était, et elle est encore, parce que la Chorba continue d'exister, distribuée le soir à la Villette. Donc, je pense que j'ai des reproches à leur faire, hein, comme tout enfant. Et j'ai moi-même essayé, j'ai moi-même compris pas mal de choses en étant maman d'une petite fille de 7 ans que j'ai essayé de couver, que j'ai essayé de préserver. Et elle a déjà une liste bien garnie de reproches contre moi. Donc je finis par en déduire que c'est un peu la vie de toutes les mamans.
Cependant, leur militantisme, leur engagement, ça, ils m'ont transmis sans faille. Et là, c'est un point de vue tout à fait personnel. Je ne prétends pas être le porte-parole des deuxièmes générations, mais je pense que quand tes parents se sont battus pour leurs idées au point de tout perdre, tu ne peux pas juste regarder à côté et considérer que c'est quelque chose qui ne te concerne pas. Donc dans mon cas, j'ai choisi la voie de l'engagement. Et en préparant ce discours, j'ai pensé à toutes les femmes qui ont marqué notre histoire. Alors les grandes femmes, bien entendu, mais aussi ses grands-mères, ses tantes, la tia Terú, les cousines, qui nous ont accrochés à notre identité, qui nous ont permis de résoudre aussi quelques problématiques, ces contradictions, d'être ici, de se sentir d'ici et de là-bas, plein de choses comme ça. Et je finirai avec une dernière idée, parce que je sais que le temps presse, c'est qu'en exil, on se crée également une deuxième famille. Lorsque la première famille est trop petite, ben, on se crée une famille d'amis, de collègues, de camarades, et avec eux, on arrive à être soi-même. Avec eux, on n'a pas honte d'être soi-même. Et c'est dommage qu'elle ne soit pas ici présente, parce que j'aurais aimé saluer Lise Bouzidi, de l'association Terre et Liberté pour Arauco. Elle a vraiment son engagement, sa lutte, avec Nestor, qui aujourd'hui est décédé, ont marqué ma vie, ont marqué la vie d'autres personnes. Je ne peux pas compter le nombre d'émissions qu'on a faites ensemble, ça fait bientôt 10 ans, je vois certains invités parmi vous. Et voilà, des personnes qui souffrent, des personnes qui se battent surtout, qui sont des vrais exemples dans le quotidien. Et dernièrement, c'est plus particulièrement le travail de Martín Almada, ce juriste paraguayen qui a découvert les archives de la terreur qui nous intéresse. À cette occasion, on va sûrement préparer une soirée en son honneur et à la sortie d'un livre. Et aussi Donata Carvajal, je vois les camarades péruviennes tout au fond. Donata Carvajal, qui est une paysanne quechua d'environ 73-74 ans, peut-être un peu plus jeune, qui s'est opposée au gouvernement péruvien et qui a subi de fortes représailles. Ces femmes-là, elles subissent une triple discrimination. Elles sont femmes, elles sont indigènes et elles sont militantes. Et c'est pour ça que je me permets aussi de faire le rapprochement avec Julia Chunil, de la communauté de Mafil dans la région de Los Ríos, parce que des femmes qui souffrent, qui subissent des disparitions et qui meurent, c'est tous les jours, partout. Et voilà, je finirai avec vraiment mes toutes dernières phrases. Être enfant d'exilé, c'est porter en soi une fracture ouverte. Je pèse mes mots quand je dis ça. C'est quelque chose qui va vous marquer à jamais. C'est notre faiblesse à nous, mais en même temps, c'est une grande force. Les militaires ont voulu briser mes parents, ont voulu briser toute une génération qui voulait bâtir un monde meilleur et qui avait commencé à bâtir un monde meilleur. Mais regardez, papa, maman, je suis là, nous sommes là et on continue. Merci. Bueno, respecto a la segunda consulta del rol, cómo ha sido el rol de uno como mujer, ¿no es cierto? En el caso mío, pienso que tiene que ver mucho con el rol de madre, ¿ya? La fuerza interior, la resiliencia, la perseverancia y el deseo en el fondo de mantener eh, al ser querido, en este caso a mi hijo, eh, con su dignidad intacta, acompañándolo en sus días, principalmente desde el tema anímico, generándole, por ejemplo, la lectura necesaria, las cosas que
motivándolo a seguir con sus temas de adiestramiento físico, que es sumamente importante para el efecto de su salud mental, y además de generarle espacios donde uno apoya las gestiones que hacen internamente para poder seguir su lucha desde adentro. En el caso de Tomás, él hizo un proyecto de biblioteca donde nosotros los apoyamos desde afuera, haciendo campaña de libros y solicitando a algunos compañeros directos y afines ayuda también para efectos de determinar el lugar donde están estos libros. Es un proyecto que aún no se está terminado, pero que ha avanzado mucho y ha generado en el fondo, mucha inquietud en los presos comunes que están dentro de su propia galería. De hecho, ellos lo apoyan y les sirve también a ellos como método de educación, ¿ya? También, ¿no es cierto?, preocupándonos por su salud. La lucha tiene que ver también con un tema de ir, ¿no es cierto?, a instancias de salud en resistencia, por ejemplo, para tener la posibilidad de generar este nexo para que ellos puedan tener compañía psicológica y puedan también tener a quien recurrir en caso de situaciones donde ellos sientan que están con un tema de mucha ansiedad o de otra alteración que les genere el encierro. Pero como creo yo que es principalmente de las fuerzas que genera el hecho de ser madre. Eso lo sostiene a uno y le permite luchar para poder conseguir que el hijo pueda resistir. Eso es fundamental, la compañía y que se sienta en el fondo resguardado por uno. Voilà, maintenant la parole est à Carmen Castillo. Gracias. Dans cette début de dialogue transgénérationnel, comment se dit en français, Transgénérationnel. Et ce n'est qu'un début. Je remercie Pascal et Véronica de l'avoir pensé, organisé, voulu, et parce que, bien sûr, nous sommes dans le besoin absolu, dans ce temps, dans ce présent obscur, de guerre, de génocide. Enfin, tous les jours, on voit le monde où on vit. Ce monde nous oblige, en tant que femmes politiquement engagées, ayant pris ma génération, les mots de Martine et d'autres femmes au moment où on arrivait en exil, l'accueil, la sorte de... On était, mais appréhender, prendre, saisir tout ce que cette terre dans laquelle on arrivait, ce mouvement solidaire qui ouvrait les bras, comme a dit Martine, aucun autre peuple, aucun autre réfugié n'ont jamais eu
l'accueil que nous avons eu. Et nous étions immédiatement emportés, sortis de l'état de victime pour commencer à penser ce qui nous arrivait, à commencer à faire mal, bien sûr, pour pouvoir survivre. On n'est pas resté collé à nos douleurs et on s'est engagé pour faire. Là, c'était pas tout le temps bien, parce que dans la transmission à nos enfants, à ma fille Camilla, à mes enfants, il y a beaucoup de choses que j'ai tues pendant des années, que j'ai oubliées. On parlait de la desmemoria, dans laquelle parfois on est obligé d'y être pour rester active. Donc le temps est venu pour les femmes de ma génération, engagées d'abord dans la joie, les femmes militantes de l'unité des années 60, avant l'arrivée d'Allende. Nous avons vécu un temps extraordinaire, où la militance, l'engagement des femmes dans les territoires, populations, occupations, l'autogestion, la démocratie, dans les territoires mapuche, avec l'occupation des terres, dans les usines quand il y avait des femmes, tout cet apprentissage, ces premiers pas dans cet engagement politique au MIR, je parle de nous, donc la rencontre réelle, totale, émotionnelle, pour toujours, avec ce peuple, los pobres del campo y la ciudad, qui s'organisait, a été un temps de joie que me fait dire aujourd'hui, la joie ne peut exister en dehors de la lutte. Et ça, c'est notre message. Tout ce qu'on nous dit sur le bonheur, c'est un mensonge. Le bonheur n'est pas intéressant et il n'existe pas. La vie, c'est beaucoup plus intéressante et la joie, on ne la trouve que dans l'action collective. Même si on est deux, si on est trois. Et la pensée politique et l'action. Donc, c'est parce que nous vivons dans ce moment présent que cette mémoire de la lueur allègre qu'on a travaillé avec Pamela, cinéaste, dans un film Utopias, de quoi on se souvient aujourd'hui? Quels sont nos fantômes, nos fantômes aimés qui nous parlent? C'est toutes ces images, lucioles, ces chants, ces rires, ces danses. Et c'est ça que les féministes et les femmes en lutte, mes filles et les plus jeunes, nous disent. Nous disent quand. On a initié aussi au Chili, dans un séminaire en la Institution Archivo Nacional de Chile, un dialogue entre nous et vous, les plus jeunes, avec la présence de 4 vieilles miristes aux trajectoires extraordinaires, Patricia Flores, Patricia Salaquet, Gladys Díaz, Lucia Sepúlveda, et 4 jeunes qui étaient toutes dans l'engagement de ce qu'ils pouvaient appeler l'écoféminisme, l'organisation de tous les réseaux d'alimentation, les luttes mapuche, la joie qu'émettaient ces femmes en parlant, en essayant d'inventer un langage et en nous ramenant, nous, les vieilles, à quelque chose de très important. Eh bien, comment raconter notre histoire? Ça, c'est notre défi. Notre défi aujourd'hui, à toute personne qui veut ouvrir une brèche, dessiner un horizon de lumière dans cette obscurité, on ne sait pas quand ça arrivera, on est vivante, on est ensemble, on commence à dialoguer. On s'est lancé le défi dans le séminaire d'organiser un congrès de femmes pour 2026 ou fin 2025, mais de dialogue entre générations avec vraiment l'idée précise que ce féminisme, que cette posture impliquait d'être engagée
dans des luttes à la base. C'est-à-dire qu'il nous semblait fondamental revenir et recueillir, malgré que le sujet social d'aujourd'hui n'est pas celui que nous avons connu, malgré que ce sujet social est totalement, comme nous tous ici, contaminé par ces 50 ans ou plus de systèmes de marché, d'argent, etc., qui agit aujourd'hui à visage couvert. Bon, et voilà, on est tous là. Alors comment? Quoi dire? À partir de quoi? Et donc, sans raconter des illusions, parce qu'il faut quand même qu'on soit très lucide. Il faut déchiffrer, comprendre où sont les femmes aujourd'hui dans les secteurs qui sont les plus pauvres, les plus misérables. L'action politique là est très difficile. Et je pense que c'est là-dessus que vous, les plus jeunes, et avec, espérons, nos forces, il faut continuer à créer un langage, des récits, des pièces de théâtre, des chansons, des poèmes, c'est par là, des chansons. Nous avons fait pour l'anniversaire de les 50 ans, en souvenir de Miguel Enrique, à 50 ans de sa mort en combat, on n'a pas parlé de la mort. On n'a pas parlé du sacrifice. On n'a pas parlé de héros. Tout ça, ça ne sert à rien. On a parlé de quoi? On a parlé du mouvement social. On a parlé de nos chansons. On a parlé avec humour. On a rigolé de ces jeunes qui commençaient à penser à faire la révolution dans ces années-là, aux premiers amours. On a parlé de qu'est-ce qu'impliquait une cellule du MIR à l'époque. Ben, chaque militant qui s'engageait très jeune avait l'obligation de lire Marx, Lénine, Guevara, mais aussi d'aller au cinéma, d'apprendre par cœur un poème et de lire un roman. Donc, essayons à nouveau, non pas d'obliger cette société qui lit plus à lire, mais essayons de trouver les moyens de réenchanter, parce que quand on a fait la cantata à Concepción, à Nueva La Habana, c'était vraiment extraordinaire. Valparaíso, Santiago, qu'est-ce qu'on... Là, on pleurait, mais on pleurait de quoi? On pleurait de ce qu'on avait perdu de joie, mais on savait que c'était possible. On savait que c'était possible. Parce que si on perd toute énergie du possible devant l'état du monde, alors à quoi ça sert la désespération? À rien. Mais pour sortir d'une légitime préoccupation désespérée de la situation, il nous faut nous rassembler et il nous faut échanger nos récits. Donc voilà, peut-être j'ai dépassé la note. Bon, donc c'est pour dire qu'on a une tâche énorme à faire et que j'espère que en écoutant plus et justement tous les détails que Martine et Maria, dans les deux générations, ramènent de ce qu'a été ce temps extraordinaire, d'énormes souffrances, parce qu'on arrivait avec des morts, des pertes, tout, mais d'énormes rencontres, d'énormes femmes. Martine se souvenait de Daniel et de Anne Lamouche. Énorme. Alors, cette compagnie des vivants, essayons de continuer à vivre en compagnie de nos morts, parce que les morts dialoguent et nous soufflent, et nous permettent, quand on... Parfois, si on ne voit pas l'avenir, il faut faire demi-tour et regarder vers le passé. Si on n'est pas cloué au passé de manière nostalgique, destructive, on voit les lueurs. On voit les lucioles. Et ça peut être un énorme pas pour dessiner et ouvrir une brèche d'horizon. Donc je ne sais pas quand, je ne sais pas exactement comment,
mais on est appelé entre femmes, parce que c'est une histoire, excusez-moi les garçons, mais ça passe énormément par les femmes. Parce qu'il y a ces valeurs dont l'humanité a besoin aujourd'hui, qui ont été tout au long de la lutte auquel on fait référence depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Ces femmes engagées montrent par leur action, et on n'a pas le temps de décrire tout ce que ces femmes ont fait pendant la dictature, mais là aussi il y avait toujours l'invention, le soin, la fraternité, la sororité, l'affect, l'amitié. Et sans amitié, aujourd'hui, on ne fait rien. On ne fera rien. Donc, c'est par là, et avec un sursaut d'autocritique pour reconstruire, trouver des mots qui puissent parler à ces personnes qui sont totalement enfermées dans le discours dominant. Donc voilà, merci. Merci Carmen. Allumé. Bon, au nom de l'Association des ex-prisonniers politiques chiliens en France, je remercie chaleureusement, très chaleureusement, nos invités qui, à partir de leur expérience, ont dressé un panorama transversal de la résistance et de l'engagement des femmes au Chili et autour du Chili depuis la dictature. Il s'agit bien d'un panorama transversal, tel était l'objectif de cette rencontre, car il traverse les frontières et les générations. Avant de passer aux questions, je voudrais m'exprimer brièvement en tant que membre de la deuxième génération de la dictature, tout comme Maria Reyes. C'est donc en tant que fille de l'exil, de la prison et de la torture que je parlerai. De même que beaucoup d'autres personnes, mes parents ont été détenus dans un centre clandestin, puis se sont réfugiés au Mexique où je suis née. Je dis que je parle ici en tant que fille, en tant que femme par conséquent, qui ai trouvé auprès des femmes de cette époque le courage, la force et surtout la tendresse para seguir cantando, pour continuer à chanter. Comme dit la chanson que nous avons sans doute tous entendue et qu'on a entendue tout à l'heure, mais enfant de la dictature, que nous avons entendue à la maison dans la voix de Mercedes Sosa, chaleureuse, puissante, mêlée au son granuleux des disques en vinyle, y seguí cantando. Donc, continuer à chanter avec les femmes qui nous ont précédées, avec elles et pour elles. Je suis convaincue qu'au Chili, le mouvement féministe, qui a eu tant d'impact ces dernières années, est aussi l'héritage de ces femmes. El violador eres tú, le violeur c'est toi, chantent les jeunes filles aujourd'hui, parce que c'est de ces femmes-là qu'elles ont appris à chanter. Et en réfléchissant à cet héritage, je me suis rappelé une expérience que j'ai vécue au Chili. On pourrait la considérer comme une anecdote, mais pour moi, ce fut une révélation. Née en exil, je n'ai jamais vécu au Chili, mais à l'âge adulte, j'ai décidé d'y retourner pour retrouver mes racines. Ce fut il y a 6 ou 7 ans, en septembre. Le jour de la commémoration du coup d'État, j'ai assisté à une représentation de la cueca sola, que tous les Chiliens ici connaissent, mais peut-être pas tous les Français. Donc la cueca est une danse traditionnelle exécutée à deux qui évoque la parade nuptiale entre la poule et le coq. Pendant la dictature, les femmes de l'Association des familles de détenus disparus ont décidé, en signe de protestation, qu'une seule femme danserait la cueca. Cette femme seule, avec le portrait de son mari, de son fils ou de son frère disparu accroché à sa poitrine, circonscrivait à chaque pas les gestes de son partenaire absent. Je connaissais l'existence de cette création. Je l'avais vue dans des photos et même des vidéos qui la montraient. Mais là, sur la place située derrière le palais de la Moneda, elle a pris une autre dimension. J'ai regardé le corps de cette femme, si engagée et en même temps si sobre, exécuter cette danse que j'ai toujours voulu danser mais que je n'ai jamais apprise. J'imaginais son partenaire, je percevais l'ampleur de son absence. Il m'a semblé que cette femme pouvait être n'importe quelle Chilienne, ou n'importe quelle femme tout court. Elle pouvait être Erika, Estela, Patricia.
sa douleur retenue, son intégrité, l'immense dignité que chaque geste révélait, cette femme était toutes les femmes. Le mouchoir voltigé, blanc, tenu par sa main, délicate et ferme à la fois. De esta cepa vengo yo. Je suis irriguée par cette sève. Et je pensais. Je n'étais pas une enfant et la femme n'était pas vieille. Mais me sentant soudain toute petite, je me suis dit, quand je serai grande, je voudrais être comme elle. En réalité, quand nous avons été grandes, maintenant que nous sommes grandes, nous ne sommes pas exactement comme elle. Les circonstances sont différentes et ce qui se transmet se transforme en même temps. Mais d'une certaine manière, nous sommes avec elle. Quelque chose d'elle demeure en nous, des filles aux petites filles. Les adolescentes qui, lors de la révolte d'octobre 2019, ont affronté la police en première ligne, celles qui ont été battues, violées, sont irriguées par cette même sève. Pour ce qui me concerne, cette transmission de la mémoire m'a conduit à devenir membre de l'association des ex-prisonniers politiques. Sans avoir vécu l'expérience de la prison, j'en connais les effets à travers les générations. Je sais ce que signifie d'être fille d'exilés, de torturés. Et grâce aux échanges que je peux avoir avec d'autres membres de ma génération, je sais aussi ce que signifie d'avoir un père ou une mère disparu. Je sais ce que l'on gagne, ce que l'on perd en innocence, ce que l'on gagne en lucidité. Or, lorsqu'on parle des voix qui, au-delà des survivantes directes, ont continué à chanter ou se sont jointes au chant, il me semble indispensable de rendre hommage aux personnes et notamment aux femmes comme Martine ou Pascal, qui ici en France, ainsi qu'en Italie, en Suède, au Mexique et dans d'autres pays, ont accueilli et soutenu dans la durée nos parents et se sont efforcés de leur offrir quelque chose qui ressemble à une patrie ou à une matrie. Pendant les 10 premières années, on vit avec les valises prêtes pour repartir, m'a dit un jour une exilée politique. Quand je me souviens des valises qui, durant mon enfance, ont servi de placards éphémères, toujours dans l'attente du grand retour, je pense aussi à celles et ceux qui, avec solidarité, affection et patience, ont permis à nos pères et à nos mères de se débarrasser progressivement de ces valises, d'en extraire les vêtements, les objets ou les photographies qui constituaient leur trésor précaire afin de lui donner un ancrage. Grâce à cet accueil, nombre de fils et de filles pouvons désormais nous considérer des citoyens à part entière ou des binationaux à part entière ou trinationaux, comme c'est mon cas. Enfin, j'évoquerai une voix dans laquelle il me semble que résonne aussi le chant de ces femmes qui, comme Carmen, Gladys ou Patricia, ont tenu tête à la dictature. Ce n'est pas une voix harmonieuse, ni une voix agréable à écouter. C'est une voix qui est encore en train d'apprendre à chanter. Une voix qui vient de l'autre rive, des régions de la mémoire où il n'y avait jusqu'à présent que le vacarme ou le silence. C'est la voix des fils et des filles, des petits-fils et des petites-filles, des neveux et des nièces, des responsables des crimes les plus atroces commis pendant la dictature. Il s'agit des membres du collectif Histoire désobéissante, descendants des tortionnaires pour la mémoire, la vérité et la justice. Surgi en Argentine en 2017, ce collectif désormais international rassemble en effet des personnes qui condamnent et dénoncent les horreurs perpétrées par les membres de leur famille. Comme beaucoup d'entre vous le savent, je suis également, hélas, irriguée par cette sève. Le frère de mon père, mon oncle Miguel Estay, surnommé El Fanta, ancien militant, a fini par collaborer volontairement avec les agents de Pinochet. En 1985, il a participé à ce que l'on appelle El Caso de Goyados, le cas des égorgés, un crime sanglant et emblématique. En assumant aussi cet héritage, j'ai rejoint il y a quelques années Histoire désobéissante et je suis aujourd'hui la présidente de la branche chilienne du collectif. Dans ce contexte, je voudrais juste souligner le fait que les fondatrices de ce mouvement dans les différents pays et la majorité de ses membres sont des femmes. Je crois que cette composante féminine et féministe du collectif n'est pas une pure coïncidence, car la désobéissance est un geste qui s'étend du père à la patrie, d'après la racine étymologique pater. Au fond, c'est la fonction paternelle qui est remise en question, celle qui, selon la psychanalyse, en introduisant la tiercéité, devrait garantir l'existence de normes d'interaction et d'ouverture à l'altérité,
un ordre symbolique rendant possible la vie en collectivité. Ainsi, il me semble que la désobéissance en tant que geste politique doit en grande partie son existence aux femmes de la génération précédente. D'ailleurs, en Argentine, les mères et les grandes-mères de la place de Mai ont été les premières à accueillir les désobéissantes en leur offrant une filiation symbolique. Quant à moi-même, je dois dire que dans mon propre parcours, c'est la parole de certaines résistantes chiliennes qui m'a encouragée à élever la voix pour dire publiquement que je suis Véronique Estay, fille de survivants, mais aussi nièce d'un tortionnaire, et que ce nom de famille marqué par la trahison ne détermine pas la personne que je suis. Je pense maintenant, je ne peux pas ne pas penser maintenant, à la veuve d'un des hommes égorgés par mon oncle, Estela Ortiz, veuve de José Manuel Parada. Un jour, elle m'a proposé de nous retrouver. Je n'ai pas de mots pour décrire l'intensité de cette rencontre. Toute l'histoire de notre pays y était condensée. Nous nous sommes regardés longuement, nous nous sommes serrés dans les bras, elle, la veuve de la victime, moi, la nièce du bourreau. Nous ne croyons ni l'une ni l'autre à la prétendue réconciliation imposée par le gouvernement de transition au Chili. Mais à ce moment-là, nous avons toutes deux cru fermement à la possibilité d'une intime réparation. La leçon que je retiens de toi, Estela, est celle-ci. Revenir aux racines de l'humain pour y retrouver la tendresse, y seguir cantando. Voilà notre revanche, voilà notre victoire. Pour conclure, je dirais que les femmes de ma génération avons hérité de celles qui nous précèdent ce principe sur lequel repose non seulement le féminisme, mais aussi les mouvements impulsés par les survivantes. Lo personal es político, l'intime est politique. Donner à une tragédie qui se voulait privée, familiale, une portée sociale et historique, tel est le travail que les femmes ont accompli pendant et après la dictature. Pour elles et avec elles, nous affirmons, Maria, moi-même et tant d'autres, le caractère politique de notre expérience de petite fille trop tôt grandie et le caractère politique de notre propre corps. En somme, ces femmes nous ont appris une chose à la fois simple et fondamentale. En dansant la cueca sola, en descendant dans la rue avec les portraits de leurs disparus, en s'enchaînant au Parlement de Santiago en signe de protestation, en dénonçant l'horreur et l'injustice par le cri, par les images ou par le chant, ces femmes nous ont appris à poner el cuerpo, à y mettre le corps. Merci Estela, Carmen, Gladys, Juanita, Soledad, Martine, Pascal. Merci Julia, merci Patricia. Merci à toutes celles qui aujourd'hui sont avec nous et à nous. Merci. Donc on peut passer aux questions maintenant, à l'échange. Si vous avez des questions. Marie Compuche significa muchas gracias del fondo del piuque, del corazón. Inche Guacolda, yo me llamo Guacolda. Yo soy una sobreviviente del tráfico infantil durante la dictadura de Pinochet. Y me torturaron la espalda. Yo tenía como 5 años de edad, agosto 85. Muchas personas me conocieron avec mon ancienne identité. Mais cette identité ne me correspond absolument pas du tout. Porque yo nací con el número root, como todos los niños. Entonces hay una violación de todos los derechos humanos. Contra la Convención de la Haya. Porque... Y muchas gracias a todas por su interés
por su valioso, por todo. Y es importante decir que ce que nous avons vécu es un crimen contra la humanidad y no es una suerte. Somos 20.000 niños mapuche. Y es por eso mi presencia, porque yo vi la presentación de la actividad. ¿Dónde está Rui Achuni? No lo sabemos. Es igual a la Macarena Valdés. Y no puedo hablar mucho de mí porque hay yo hice una denuncia y mis abogados me explicaron la necesidad de callarme, pero tengo un bluff, pero no puedo decir nada. Yo hice la marcha a través de Santiago y me siento muy feliz, muy orgullosa de ser mapuche. Lo tengo en el pioque, la sangre. Y esto, lo que tengo, no es un disfraz. No es un disfraz y eso es la huella mapuche. Y lo pongo con mucho respeto. Merci, gracias a ti. Bonsoir, je m'appelle Africa Moreno. D'abord, je voulais vous remercier pour vos interventions, toutes différentes et très inspirantes. De ce que j'ai retenu, une question qui vraiment m'interpelle, c'est aujourd'hui pour les nouvelles générations, face aux défis que, comme vous avez évoqué, Carmen, ne sont pas simples. Comment hériter de cette mémoire, comment la réactiver pour tous ? Et justement, comment, de ce que j'ai un peu compris de toutes les interventions, comment refaire communauté finalement, comment reconstruire et comment transmettre à nouveau. Donc je vois, Malia, toi tu as évoqué le rôle de l'enseignement aussi, de la transmission. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour transmettre une mémoire qui se voit de plus en plus niée et qui se voit de plus en plus menacée par le négationnisme aux jeunes qui sont aujourd'hui un peu en première ligne de ce risque de tomber dans des récits mémoriels concurrents, c'est la moindre chose à dire, et dans le pire négationniste. Comment refaire communauté avec eux et comment inspirer les nouvelles générations? Merci. Alors voilà, je vais répondre en partie, après je laisserai la parole à mes camarades. Alors déjà, pour comment faire, déjà il faut être au courant. Donc le rôle de l'éducation est primordial. L'éducation, c'est pas uniquement ce qu'enseigne l'école, hein, Pascal, moi aussi je suis enseignante. Bien entendu, c'est important que ce soit inclus dans les programmes. Je sais que Africa, tu es d'origine espagnole, et moi-même je transmets des choses que les jeunes espagnols ne connaissent pas à mes élèves français. Donc il y a la responsabilité de l'éducation, mais il y a aussi l'éducation chez soi, ce qu'on raconte, ce qu'on évoque avec ses enfants. Voilà la partie. Ben, c'est la grande question, hein, et on ne peut pas la répondre. C'est pour ça que je dis que c'est un début. Et ça fait longtemps qu'on aurait dû déjà commencer à se poser cette question. Parce que là, on a un visage découvert, un système qui dit clairement ce qu'ils ont tenté de faire depuis très longtemps. Donc quand on est dans la société où on est, moi je pense que d'abord il faut visibiliser, rendre visible une multiplicité d'actions, de collectifs qui existent
est-ce qu'on sera capable de réunir en se réinspirant de cette multiplicité de luttes, de imaginer un vivre en commun possible pour une grande majorité, j'en sais rien. Je ne sais pas. Parce que nous avons les moyens qui sont précaires face à la puissance de la communication, de l'idéologie, de l'individualisme, etc. On n'est pas là pour décrire ce que nous vivons tous aujourd'hui. Mais je suis sûre que ça vaut la peine. Je suis sûre que ça vaut la peine même dans le rappel de Veronica, Maria, même d'essayer de tenter ces récits sur ces multiples formes, pour les mettre en circulation. La résistance, il y a un territoire essentiel, c'est la culture. Donc Maria parlait d'éducation, eh bien, dans les machines de l'éducation, parfois on nous enlève des programmes, les choses essentielles. Donc on n'a pas le pouvoir, hein, on peut pas, on doit lutter, mais on l'a pas. Par contre, même sans argent, même acculé, même on nous enlève les budgets partout, même on peut, avec cette énergie et cette force qui donne un collectif, faire un film comme a fait Pamela, une pièce de théâtre comme La Résistance, enfin il faut faire, et surtout, même si on n'est pas artiste, il faut tout de suite essayer de raconter, c'est-à-dire sortir de la honte, de la culpabilité, de la défaite, penser que de derrota en derrota, siempre surgen derroteros. Bon, d'accord, c'est le mot que j'avais dit pour essayer de nous donner de l'énergie, mais maintenant, arriver à dessiner le commun, est-ce qu'on aura le temps, avant la guerre, de changer de manière que et que ça existe partout. Et parfois ça résiste le temps. Et parfois ça attire des personnes qui sont totalement dans la robotisation de ce système. Parfois. Mais voilà, c'est un pari. Donc il n'y a pas de recette. Moi je crois que c'est pour ça que nous devons faire attention aux mots de la transmission, dans le cas de ma génération, et saluer les jeunes qui tentent, pas des discours autoritaires féministes, mais quand il y a vraiment un dialogue, et je préfère ce mot à transmettre, je préfère dialoguer, parce que dans le dialogue, ce qui m'est revenu moi et mes vieilles camarades, c'était la fierté de ce que nous avions vécu. Et là, quand on a défendu, les jeunes défendaient le Proyecto Hogares, défendaient notre décision donc de nous engager avec les enfants, défendaient nos maternités au milieu de la lutte, soit dans la joie, soit dans la résistance, soit dans n'importe quelle condition. Tout ce thème dont on voulait parler avec vous aujourd'hui, on n'avait pas le temps de vraiment le traiter, mais ce thème de la maternité et l'engagement, je crois que ça doit être un thème à traiter, parce que tout est là, dans les peurs transmises, dans les silences traumatiques, dans les tabous, et là-dessus, on a plein de choses à raconter qui, peut-être pour les enfants de Gaza, peut-être pour ces enfants ukrainiens, ces guerres dans lesquelles on est, Soudan, ils arrivent là dans le 18e, les Soudanais, ces jeunes. Bon, peut-être que nous avons des expériences à raconter, mais ça dépend de comment on les raconte, comment on crée le commun, et c'est pour ça que je finis avec le mot amitié. L'amitié, non pas
non pas, l'amitié est une valeur fondamentale aujourd'hui. Et elle est délicate. Et elle a besoin de temps. Alors là, je crois le temps pour la réponse de Martine, et ensuite une toute dernière question parce qu'il faut qu'on quitte la salle dans 5 minutes. Bon, oui, je crois que surtout pour les plus anciens, il ne faut pas jouer aux anciens combattants, parce que ça, c'est le truc qui a comme réponse, vous nous embêtez avec vos histoires anciennes. Bon, donc, non, je le dis parce que bon, moi je suis fille de résistants pendant de la Seconde Guerre mondiale, et c'est vrai qu'il y a eu aussi ce réflexe de bon, tout ça c'est du passé, venez pas nous embêter de ça. Donc ça, je crois que ce qu'a dit Carmen, c'est la meilleure antidote, c'est de lutter ensemble, continuer à lutter ensemble, ça c'est la première chose. Et deuxième chose par contre, et maintenant c'est plus facile parce qu'il y a quand même beaucoup plus de moyens, c'est enregistrer quand même les témoignages de lutte. Ça c'est fondamental parce qu'à un moment donné on ne sera plus là. Et la meilleure manière de montrer aux suivants, c'est qu'en fait il y a eu des luttes, que ce n'était pas des luttes sinistres, que c'était des luttes pour le progrès, pour l'avenir, pour une société plus juste, plus agréable à vivre. Ben, c'est ça aussi qui peut faire que quand on fait ce style de projection après avec des jeunes, bon, ce soit plus concret quand même que des textes à lire, surtout que les gens disent moi maintenant. Voilà. Une dernière question? Oui, bonsoir. Merci pour vos témoignages. Moi, j'ai été bouleversée par ce que vous avez dit, Véronica et Maria aussi. Je voulais juste vous demander, avant de vous inviter aussi à quelque chose vendredi, parce qu'en fait, quand on parlait de sororité, quand on parle d'amitié, vendredi, je vais présenter aussi dans cette salle le cas d'un féminicide qui a eu lieu au Mexique, et le cas d'une femme, d'une mère qui lutte depuis 25 ans pour juste avoir accès à la justice. Elle y est enfin arrivée, son cas va arriver devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme, et je crois que ça va créer un précédent, parce que ça va créer une jurisprudence, et d'autres mères, parce que ce sont les seules qui luttent au Mexique pour retrouver leurs filles disparues ou tuées, vont avoir aussi accès peut-être à la justice grâce à elle. Mais je reviens à Giulia Cioni. Je voudrais savoir où on en est dans l'enquête, et qu'est-ce qu'on peut faire pour elle, et comment on peut l'aider, enfin du moins, comment on peut la retrouver. Est-ce que c'est possible de savoir ça? Non, je veux juste dire que concernant l'enquête, moi je ne suis pas du tout au courant, mais ne serait-ce que mobiliser les gens ici et parler d'elles, c'est déjà énorme. Oui. Moi, je peux juste rajouter que vendredi prochain, quand il y aura la manifestation du 8 mars, on va visibiliser aussi... Samedi. Samedi. Pardon, je me confondais avec ton activité. On va visibiliser aussi l'histoire de Julia Cioni. Donc je crois que ça, si vous êtes nombreux et venez avec des photos de Julia, ce serait déjà une belle chose, parce que quand on envoie des photos au Chili, les gens, ça donne de la force aux gens qui sont en ce moment très très mobilisés sur le cas de Julia Cioni. Bon, apparemment, ça n'avance pas du tout, parce que je crois que la famille n'a pas réussi encore à avoir accès au dossier judiciaire. Et on pensait qu'ils allaient l'avoir là aujourd'hui ou hier, mais non, ils ne l'auront pas. Donc c'est très très obscur. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire, mais il faut suivre, il faut continuer. Il faut qu'on sorte, parce qu'il y a une activité après. Mais on peut discuter sur... Bon, merci beaucoup à qui